Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de la série de tutoriels sur le chapitre des forces en physique de 5e secondaire. Donc, dans cette nouvelle, euh, nouvelle vidéo, nous allons traiter des trois lois de Newton. Et comme je l'ai mentionné en introduction lors du premier tutoriel, ces trois lois de Newton, en somme, elles sont assez intuitives et assez simples, mais elles ont des ramifications dans plusieurs situations différentes là, qui ont trait aux forces en physique. Donc, vous allez voir que je ne pense pas que vous serez déboussolé quand on va présenter les différentes lois, mais au fur et à mesure qu'on va traiter différents exemples en lien avec ces trois lois-là, ben, vous allez voir que euh, il faut toujours être très, très, très attentif à l'application de celle-ci dans différents contextes, et on va voir ça à travers différents exemples dans ce tutoriel et dans d'autres tutoriels qui suivront également. Donc, allons-y avec la première loi de Newton. Donc, cette loi-là a une formulation en mots, voici, vous allez voir que c'est, en somme, ça semble être banal. Donc, je ne l'ai pas ici formé avec des phrases, mais je l'ai formulé de façon plus mathématique, si vous voulez. Donc, si la force résultante sur un objet est égale à zéro, donc ça veut dire quoi? Ben, ou bien qu'il n'y a pas de force qui agisse sur un objet, où toutes les forces s'annulent. Donc, un exemple de ça, par exemple, c'est si on avait un bloc sur le sol et qu'on applique une force pour le tirer vers l'avant et une autre force égale et opposée pour le tirer vers l'arrière, ben, ces deux forces-là, ici, s'annuleraient. Donc, la force totale, dans ce cas-là, serait égale à 0 Newton. Donc, si la force résultante sur un objet est égale à 0, ben, il y a deux choses qui peuvent se passer avec cet objet-là. La première, l'objet est immobile. Et je suis certain qu'avec le petit schéma que j'ai tracé ici, vous êtes d'accord que si on applique une force, par exemple, vers la droite, je ne sais pas moi ici, de 100 newtons, et qu'on applique la même force vers la gauche de 100 newtons, ben, ces deux forces-là vont s'annuler. Et évidemment, l'objet ne bougera pas. Donc, cette première conclusion-là est très intuitive. Il ne nous demande pas beaucoup là, de réflexion pour comprendre ça. Par contre, il existe une deuxième possibilité, beaucoup moins intuitive, et on va la nommer, puis ensuite tenter de l'expliquer un peu. Donc, cette deuxième possibilité, c'est que l'objet peut être à vitesse constante. Et donc, comment se peut-il qu'un objet sous l'effet de deux forces égales et opposées, comment se peut-il que cet objet-là, donc, avance à vitesse constante? Mais il s'avère que si les forces sur un objet déjà en mouvement, donc je reviens à mon schéma ici, imaginons que l'objet ici est déjà en mouvement, donc il a une vitesse quelconque, une vitesse, disons par exemple de 10 mètres par seconde. Donc, si les forces qui s'annulent sur cet objet-là, s'il y a deux forces qui agissent sur cet objet-là et elles s'annulent, donc l'objet va maintenir cette vitesse constante de 10 mètres par seconde. Et une analogie que j'aime bien faire, qui se résumerait également dans le schéma que j'ai tracé ici, c'est l'analogie d'une voiture. Donc, quand vous êtes dans une voiture, si vous appuyez sur l'accélérateur, bien sûr, la voiture accélère, gagne la vitesse. Donc, ça veut dire qu'en somme, la voiture, vous êtes dans une situation où la force qui propulse la voiture vers l'avant, elle est supérieure donc à la force qui l'empêche d'avancer. Donc, par exemple, là, je mets des chiffres au hasard, mais j'ai 200 newtons vers l'avant et 100 newtons vers l'arrière. Donc, évidemment, 200 newtons vers l'avant l'emporte. Et donc, la force va me propulser vers l'avant. Et cette force-là va me faire gagner de la vitesse. Et qu'est-ce qu'on veut faire en voiture lorsqu'on veut obtenir une vitesse constante? Ben, on ne retire pas notre pied complètement de l'accélérateur. On va simplement le retirer légèrement, mais on continue d'appuyer sur l'accélérateur. Donc, on continue de donner une force au moteur qui fait en sorte que celui-ci génère une force qui est non plus de 200, par exemple, newtons, ce sont des chiffres fictifs, bien sûr, mais plutôt de 100 newtons et qui vient simplement annuler les forces de frottement et autres résistances. Donc, qui vient simplement annuler la résistance de l'air ou du frottement.
et maintenir le mouvement de la voiture, maintenir la voiture à vitesse constante. Donc l'idée ici, c'est que si un objet est déjà en mouvement, il a déjà une vitesse, et qu'il n'y a aucune force qui agit sur celui-ci, ou encore qu'il y a deux forces ou plusieurs forces qui s'annulent, ben, l'objet maintiendra sa course, donc à vitesse constante. Et une autre chose qu'on peut dire en lien avec ça qui nous permettra de mieux comprendre tout ça, notamment quand on a vu les mouvements paraboliques. Donc, dans les mouvements paraboliques, on a vu, par exemple, si je trace un objet donc, qui subit le mouvement d'une parabole, bien, on a vu que verticalement, donc la vitesse verticale, donc par exemple, va monter au départ, descendre à la fin, et on va perdre de la vitesse. Donc la vitesse, ici, je vais indiquer diminue, DIM, et ensuite elle augmente dans sa chute en Y, et tout ça en raison d'une force qui est la force de gravité. Donc c'est la force de gravité qui provoque l'effet de perte de vitesse verticale vers le haut et de gain de vitesse verticale vers le bas. Et ce qu'on a expliqué, c'est qu'en même temps qu'un objet qui fait un mouvement parabolique fait ça, ben il avance, et il avance donc horizontalement à une vitesse qui est constante. Et ce qu'on avait dit à l'époque, c'est pourquoi est-ce que la vitesse est constante? C'est qu'il n'y a aucune force qui agit sur l'objet. Donc, il n'y a pas la gravité. Évidemment, on fait fi de toutes les formes de frottement ou de résistance. Donc, la vitesse horizontale est maintenue constante puisque, donc, l'objet n'est pas soumis horizontalement à aucune force. Donc, ça confirme un peu cette intuition qu'on avait à l'époque. Et donc, on vient de le formuler, ça porte un nom, ça s'appelle la première loi de Newton. Maintenant, on peut reformuler, permettez-moi d'effacer un petit peu ici le deuxième dessin que j'ai fait. Donc, on peut reformuler cette première loi de Newton d'une autre façon, donc qu'on appelle le principe d'inertie, donc qui est un peu la formulation inverse de ce qu'on vient de mentionner. Donc, si un objet est immobile, donc vitesse de 0 à vitesse constante, il demeurera dans cet état à moins qu'une force n'agisse sur lui. Donc, vous êtes immobile, aucune force sur vous, vous restez immobile, ou toutes les forces s'annulent, bien sûr. Vous êtes à vitesse constante, ou aucune force sur vous, toutes les forces s'annulent, donc vous demeurerez dans cet état-là. Et si vous voulez changer d'état, donc gagner ou perdre la vitesse, ben, il faudra qu'une force agisse sur vous. Donc, c'est une autre formulation qu'on appelle le principe d'inertie, qui est tout à fait équivalente à la formulation initiale de la première loi de Newton. Quelques exemples de phénomènes en lien avec ça. Donc, c'est parti. Donc, on a vu il y a quelques instants que si un objet est immobile et qu'aucune force n'agit sur lui, bien, il va conserver son état de repos jusqu'à temps qu'il y ait une force qui agit sur lui. Donc, deux exemples pour démontrer ce principe-là. Donc, deux petites vidéos ici. Celui de gauche complètement. Donc, vous avez dans cette vidéo un crayon. Je ne sais pas si je peux le souligner. Non, malheureusement. Ah, donc ça fait partie de mon vidéo ici. Donc, vous avez un crayon qui est sur une espèce de cercle de bois. Et là, je vais poser la vidéo ici. Voilà, je vais effacer ça. Donc, vous voyez ici qu'on a placé un crayon sur un cercle de bois. Et le crayon, évidemment, est immobile. Donc, vous voyez qu'il y a une personne ici qui va venir donner tout simplement une tape au cercle de bois. Et le cercle, donc, va partir, alors que le crayon, lui, n'est pas soumis à aucune force. Donc, il restera immobile une fraction de seconde, et on va se douter bien de la suite. Et une fois que le cercle est parti, donc, il ne reste plus immobile très longtemps, puisque, évidemment, la gravité fait son œuvre et attire le crayon vers le bas. Une autre image qui montre bien cela, donc vidéo du milieu ici, vous voyez ici un espèce de filet de type trampoline. Je vais mettre la vidéo sur pause ici. Donc c'est difficile peut-être de voir, mais il y a en ce moment quelqu'un qui tombe. Donc là, il se confond un peu avec la végétation. Donc vous avez un filet de trampoline qui est tendu là, sur différents arbres et vous avez un tas de feuilles mortes, donc qui se situe sur ce filet de trampoline-là. Et là, en ce moment même, il y a quelqu'un qui tombe dans le filet. Et là, regardez bien l'effet visuel qui va se passer. Donc, je vais essayer de mettre sur pause au moment opportun. Donc, la personne tombe ici, et voilà. Donc, stop!
Et voyez l'effet visuel complètement hallucinant que ça donne. Donc, la personne, elle, qui était soumise à la gravité, donc tombe, déforme le filet de trampoline. Et là, vous voyez que les feuilles mortes, elles, qui étaient complètement immobiles, donc restent pendant une fraction de seconde immobiles avant d'être à leur tour attirées par la gravité. Donc, ça nous montre que au départ, les feuilles étaient immobiles, elles étaient soutenues par le filet se déplace, donc là, elles sont tirées par la gravité vers le sol et on verra peu à peu les feuilles retomber. Donc, à vitesse réduite, c'est absolument spectaculaire de voir cette chose-là. Dernière possibilité, donc on a vu que si un objet est à vitesse constante, donc un mouvement rectiligne uniforme, c'est l'équivalent d'une vitesse constante, et qu'aucune force n'agit sur lui, bien, il va conserver ce mouvement-là. Et un exemple classique de ce phénomène, ben, c'est un phénomène, dans le fond, d'éjection lorsqu'il y a là, une collision et que quelqu'un en voiture n'est pas attaché. Donc, regardez bien ce qui va se passer ici. On ralentit toujours. Je vais peser sur stop ici. Voilà. Donc, vous avez une voiture qui vient d'entrer en collision ici avec un obstacle qu'on ne voit pas. Complètement au fond de la voiture, vous avez un mannequin d'un enfant qui est bien sécurisé dans son siège, bien attaché. Et vous avez par ailleurs donc un autre mannequin d'enfant au premier plan qui, lui, n'est pas du tout attaché. Et donc, au fur et à mesure que la voiture avance, le mannequin à l'intérieur de la voiture possède la même vitesse que la voiture. Et là, ce qui arrive, c'est que la voiture abruptement freine et donc, il n'y a absolument rien pour contraindre l'état du mannequin qui n'est pas attaché. Donc, il n'y a aucune force qui agit sur lui, alors que, évidemment, les ceintures de sécurité agissent, créent des forces pour retenir le bambin qui est dans le siège au fond. Et évidemment, la suite tragique, on va le voir. Donc, le bambin va être expulsé vers l'avant. Il va se fracasser la tête là, contre le tableau de bord. Le tableau de bord, voilà. Donc, évidemment, ça démontre la pertinence de porter ces ceintures de sécurité. Et à haute vitesse, à vitesse réelle, il n'est pas là, invraisemblable de penser que des gens pourraient être éjectés, même en passant à travers des pare-brises du verre qui est extrêmement solide. Donc, c'est pour montrer là, la puissance des impacts, mais aussi la puissance de la première loi de Newton. Donc, ce sont trois démonstrations un peu de phénomènes liés à la première loi de Newton. Et nous, ce qu'on fera peu à peu dans nos différents problèmes, ben, c'est d'utiliser ces principes-là pour établir, par exemple, que si un objet, toutes les forces agissent sur lui sont nulles, donc l'objet va rester immobile ou encore à vitesse constante. Et donc, on va être capable d'utiliser ce principe-là pour déduire souvent des informations. Voilà pour la première loi de Newton. Donc, la deuxième. Donc, la deuxième loi de Newton, c'est la seule des trois qui propose un principe mathématique. Donc, la deuxième loi de Newton établit le lien entre trois concepts dont nous avons parlé donc jusqu'à présent, c'est-à-dire la force, la masse et l'accélération. Et donc, ce qu'on va faire ici pour démontrer un peu le lien qui existe entre ces trois quantités-là, on va faire une petite démonstration qui va nous permettre de comprendre donc comment varie l'accélération d'un bloc pour lequel on va faire varier la masse sous l'effet d'une force constante. Et pour arriver à faire ça, je vais utiliser ici un logiciel de simulation que j'ai déjà utilisé en classe qui s'appelle AlgoDo. Donc voici le logiciel AlgoDo. Et je vous explique un peu ce qu'on voit dans ce logiciel-là ici. Donc vous avez ici un bloc et vous avez sur ce bloc-là une fusée, donc qui est liée au bloc. Donc on dit un propulseur en termes d'AlgoDo. Et vous voyez que la force appliquée sur ce propulseur-là, c'est une force de 200 newtons. Donc c'est comme une fusée qui propulse vers la droite le bloc avec une force de 200 newtons. Ce bloc, on peut changer, on peut faire varier la masse. Donc en ce moment, la masse du bloc se situe à 5 kg. 5 kg, la masse du bloc. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire propulser le bloc avec une masse de 5 kg. On va mesurer son accélération. Et ensuite, on va répéter à quelques reprises en augmentant la masse.
et en voyant un peu ce qui se passe ici. Évidemment, je crois bien que vous avez déjà une bonne intuition de ce qui va se passer. Au fur et à mesure qu'on va augmenter la masse, de quelle façon le bloc, s'il est toujours propulsé par la même force, va-t-il se déplacer vers la droite? Ben, c'est ce qu'on va voir dans quelques instants. Donc, je reviens en arrière, voici, comme ça. Donc, mon bloc ici, je vais essayer de stopper avant qu'il ne percute le mur. Donc, c'est parti pour un premier essai. Donc, voici, masse de 5 kg, force de 200 N. C'est parti. Et juste avant que notre bloc ne percute le mur. Vous voyez ici que là, instantanément, mon accélération a augmenté. Et vous voyez qu'elle se situe, cette accélération-là, ici. Alors, on a un plateau qui est établi à 40 mètres par seconde. Donc, un bloc de 5 kg, propulsé avec une force de 200, accélérera avec une accélération de 40 mètres par seconde. Ça, ce qui veut dire qu'il va gagner 40 mètres par seconde à chaque seconde. Donc, après une seconde, il aura 40 mètres par seconde comme vitesse. Après 2 secondes, 80. Après 3 secondes, 120 et ainsi de suite. Donc, revenons à notre point de départ. Modifions la masse ici de notre bloc. Donc, plaçons maintenant une masse de 10 environ. Est-ce que je peux l'avoir précisément ici? Voilà. 10 kg. Voici qui est fait. Et répétons l'expérience. Et déjà, on va voir qu'il va y avoir une différence majeure. C'est parti. Oh, le bloc accélère beaucoup moins rapidement. Vous voyez ici que notre accélération, en augmentant la vitesse de 10, est maintenant passée à 20 mètres par seconde. On l'a même vu que c'était beaucoup moins rapide dans la simulation. Je reviens ici, je répète l'expérience une troisième fois, cette fois-ci avec un matériau. Donc, on peut mettre la masse à 20, pourquoi pas. Ici, je vais tenter de l'avoir précisément. Voilà, 20. C'est bon. Et c'est parti pour 20. Vous voyez que notre bloc accélère toujours de moins en moins vite. Maintenant, on est à 10 mètres par seconde. Et vous voyez un peu là la tendance. Donc, si on allait, par exemple, je ne sais pas moi, à un bloc de 40, bon, on aurait une accélération de 5 et ainsi de suite. Donc, plus la masse augmente, plus l'accélération diminue pour un bloc qui est propulsé à une force qui est constante. C'est donc une relation inversement proportionnelle. C'est ce qu'on va voir ici. Si on faisait les résultats complets de cette situation-là, vous voyez les trois premiers résultats, on les a fait ensemble. Donc à 5 kg, on avait une accélération de 40, 10, 20, 20, 10. Si on avait mis à 25, on aurait eu 8, à 40, on aurait eu 5, à 50, on aurait eu 4, à 100, on aurait eu 2, et ainsi de suite. Ce qui nous donne un graphique comme celui-ci. Et nettement, on voit que c'est une relation inversement proportionnelle. Et une autre façon de valider que c'est une relation inversement proportionnelle, si on multiplie la masse et l'accélération, notre variable indépendante et dépendante, donc 5 fois 40, ça fait 200, 200 newtons notre force, 10 fois 20, 200, 20 fois 10, 200, et ainsi de suite, 25 fois 8, 200, et c'est la même chose donc pour le restant de nos données. Il s'agit donc d'une relation inversement proportionnelle. Et la constante qui représente, dans le fond, la relation inversement proportionnelle, c'est la force. Donc, mettons ça en équation ici pour bien comprendre ce qui se passe. Donc, nous avons vu que l'accélération est inversement proportionnelle à la masse lorsque la force est constante. Donc, on a vu en troisième et quatrième secondaire là, cette fameuse relation Y est égale à K sur X. Donc, c'est exactement cette relation que nous avons ici. Y est représenté par l'accélération, le X par la masse et la constante, donc, c'est la force. Rares seront les occasions où on va utiliser l'équation sous cette forme-là. La forme plus générale, pas plus générale, mais la forme plus commune qu'on utilise, quant à nous, c'est la forme où la force est isolée. Et donc, si j'isole la force dans cette équation-là, on obtient la formule suivante, qui est nommée la deuxième loi de Newton. F, la force, est égale à la masse fois l'accélération de l'objet. Ce qui est extrêmement important de noter dans cette situation, et j'insiste sur le mot extrêmement, c'est que dans cette équation, la force représente la force résultante sur l'objet. Et je vais même ici prendre la peine d'indiquer force totale pour bien indiquer que c'est la force résultante, ce qui implique qu'avant d'utiliser la deuxième loi de Newton dans une situation donnée,
je dois d'abord calculer la force résultante. Et ça, c'est absolument essentiel. On va voir, on va faire 2 exemples dans ce tutoriel qui vont nous permettre là, d'utiliser les principes de la deuxième loi de Newton. Et ça va être la première chose qu'on voudra faire dans cette situation et dans toutes les autres, c'est d'abord de représenter toutes les forces, de calculer la force résultante et d'ensuite appliquer la deuxième loi de Newton si nécessaire. Extrêmement important. Deuxième chose en lien avec cette loi-là, sans le savoir, on a déjà utilisé cette formule-là. Certains pourraient être en train de douter là, de ce dont je dis, mais c'est bien vrai parce que cette formule, nous l'avons déjà vue plus tôt dans un autre tutoriel. Nous avons vu la relation suivante entre la force de gravité, qui était égale à la masse d'un objet, fois l'accélération gravitationnelle. Et c'est donc exactement la même formule que l'on vient de démontrer ici, mais sous sa forme générale. Donc, Fg est égal à mg, c'est une forme précise pour l'accélération gravitationnelle, mais cette relation-là est vraie pour tout type d'accélération. La force exercée sur un objet, la force résultante, est égale à la masse de cet objet fois son accélération. Voilà pour ça. Dernière loi de Newton, la troisième. Donc, on revient ici à un principe. Donc, il n'y aura pas de formalisme mathématique pour cette troisième loi de Newton. En ce sens, elle ressemble plus à la première. Donc, cette troisième loi de Newton nous dit la chose suivante. Donc, tout corps A, donc tout objet, on pourrait remplacer le mot corps par le mot objet, exerçant une force sur un corps B, donc un objet A qui exerce une force sur un objet B, subit une force d'intensité égale, mais de sens opposé, exercée par le corps B. Donc, autrement dit, si j'ai un objet A, ici, qui pousse donc sur un deuxième objet, donc ça c'est l'objet A, qui pousse sur un deuxième objet, je vais mettre la flèche ici pour indiquer qu'il pousse sur le deuxième objet, objet B, bien l'objet B, si on veut, contre-attaque ou réagit en exerçant une force égale et opposée, donc qui vient en quelque sorte annuler l'effet de la force A. Et ça peut paraître contre-intuitif, cette chose-là, mais ce ne l'est pas vraiment. Parce que si je reviens à l'exemple que je viens de dessiner ici, si j'enlève la force qui est exercée par B sur A, ce que ça veut dire dans cette situation-là, ça veut dire que A est en train de se déplacer vers la droite, d'accélérer vers B. Donc, autrement dit, il est en train de passer à travers B. Donc, si en réalité je veux représenter A qui pousse sur B, je ne peux pas représenter simplement une force de A vers B, parce que ça voudrait dire tout simplement qu'il passe au travers, qu'il est en train d'accélérer à travers l'objet B. Donc, l'objet B doit réagir et également proposer une force égale et opposée. Cette loi-là encore une fois, elle peut paraître contre-intuitive, mais elle est à l'origine de plein de situations complètement banales dans le quotidien. Donc, imaginez que vous êtes en train, une personne, de pousser contre un mur. Donc, voici une personne, désolé encore pour mes talents légendaires de dessinateur, quelqu'un avec les bras très très longs qui pousse sur un mur, des bras en forme de flèche, bien sûr. Donc, si on fait juste représenter la force ici qui pousse sur le mur, ça veut dire qu'on est en train de passer à travers le mur. Le mur réagit. Et d'ailleurs, quand on pousse sur quelque chose, on ressent la résistance. Mais pour ressentir la résistance, ça veut dire que quelque chose en contrepartie pousse sur nous. Et donc, cette poussée exercée par le mur sur nos mains, ben, c'est le résultat de cette réaction, en quelque sorte, du mur qui contrebalance la force exercée. Donc, j'ai nommé un mot ici, j'ai dit réaction, et d'ailleurs, cette troisième loi de Newton, on la nomme aussi selon le principe d'action-réaction. Très important, les forces qui respectent la troisième loi de Newton
on les compte toujours par paire. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir une seule force. C'est logique, hein? Si je pousse sur quelque chose, ben, cette chose-là va réagir, va pousser sur moi. Donc, il y a nécessairement toujours deux forces qui sont en jeu. Donc, toujours un principe à, regarder, à penser lorsque vous illustrez des forces, c'est que, par exemple, un objet est en contact avec un autre, ben, sachez tout de suite qu'il y aura deux forces et non pas une seule en jeu. Donc, voyons voir cette chose-là en action. Donc, la première situation ici que je veux illustrer à l'aide de la troisième loi de Newton, ce n'est pas un phénomène à vie courante, mais c'est juste une façon de schématiser les forces qui agissent sur les objets. Donc, imaginons ici que j'ai une surface, une table, le sol, peu importe, et que je pose dessus, donc, une boîte. Donc, une boîte avec une masse. Donc, quelles sont les forces qui agissent sur la boîte que j'ai illustrée ici? Bien évidemment, on sait que tous les objets qui sont sur la Terre ou sur une planète quelconque sont soumis à la gravité terrestre. Donc, nécessairement, il y aura une force de gravité qui agit sur cette boîte. Par contre, si j'illustrais le schéma de la façon suivante, avec seulement que la force de gravité qui agit sur la boîte, qu'est-ce que cela représente en termes physiques? Ben, ça veut dire que la boîte, elle est en train d'accélérer vers le bas. Ce que je viens d'illustrer ici, c'est une boîte qui serait en ce moment en chute libre. Et évidemment, ce n'est pas le cas, puisque la boîte est posée sur le sol, sur une table. Donc, on n'est pas en chute libre. Donc, comment expliquer que la boîte n'est pas en chute libre? Ben, c'est parce que le sol ou la table soutient cette boîte-là. Donc, retient le poids pour empêcher cette caisse, cette boîte de passer au travers et de se rendre vers le centre de la Terre. Donc, il y a une force qui agit contre la force de gravité. Et cette force qui agit contre la force de gravité, elle portera un nom qui sera toujours le même. Donc, quand on représente ici un objet posé sur une surface et que la surface réagit pour soutenir cet objet-là, donc on illustrera une force égale à la force de gravité et opposée. Et cette force-là portera le nom de normale. Vous reconnaîtrez peut-être le mot normal des chapitres qu'on a fait en optique avec la normale, cette droite perpendiculaire au miroir ou aux lentilles. C'est la même chose ici. Hein? Notre normale, c'est une droite perpendiculaire, donc à la surface, au sol. C'est une force perpendiculaire au sol. Donc, d'où le nom là, normal ici. Donc, voilà pour ça. Et là, évidemment, puisque nos deux forces s'annulent, notre bloc n'est plus en chute libre. Il est donc complètement immobile. Ou encore, s'il se déplaçait, par exemple, vers la gauche ou vers la droite, selon la première loi de Newton, il pourrait être également à vitesse constante dans un sens ou dans l'autre. Super. Quelques exemples de phénomènes liés à la troisième loi de Newton. Donc, un premier phénomène ici en haut à gauche. Donc, voici un jeune homme qui est sur sa planche à roulettes et qui tient dans ses mains, on le voit bien là, un sac à dos rempli de livres ou autres victuailles. Et donc, ce qu'il va faire, c'est très simple, il va, sur sa planche à roulettes, simplement lancer son sac à dos. Donc, on va le voir ici en action. Petit diagramme de ce qui va se passer. Donc, il lance, et on va le revoir au ralenti ici. Il lance son sac à dos, donc c'est parti. Évidemment, lorsqu'il lance son sac à dos, la poussée que le jeune homme exerce est vers l'avant, donc il pousse vers l'avant. Donc, quelle est la réaction de son corps? Bien, puisqu'il pousse sur son sac à dos pousse sur le jeune homme et pousse en direction inverse avec la même force. Et puisqu'il se trouve sur une planche à roulettes qui n'est pas fixe, qui peut bouger, bien, la réaction, c'est de se diriger vers l'arrière. Donc, d'être très fier de son coup ici. Ça a été bien filmé. Bravo l'ami. Voilà donc un premier phénomène en lien avec cette troisième loi de Newton. Un autre phénomène similaire ici. Donc, vous avez quelqu'un au département de physique du MIT qui a installé sur un tricycle
Donc, un extincteur, donc à fumée, à feu. Et donc, ce qu'il va faire ici, il va actionner la manivelle de l'extincteur. Et donc, le gaz à l'intérieur de l'extincteur va s'échapper vers l'arrière. Donc, va créer une poussée, donc vers l'arrière. En contrepartie, le vélo, lui, va réagir, donc dans le sens contraire du mouvement du gaz. Et donc, on va le voir, donc, le vélo, sans même que la personne n'actionne les pédales, voyez bien que ses pieds ne bougent pas. Donc, il accélère vers l'avant jusqu'à temps. Et on va bien voir ici, vous voyez que ses pieds ne bougent pas, donc ce n'est pas un truc, là, ce n'est pas de la magie. Donc, c'est bel et bien seulement que le gaz qui est expulsé qui propulse le vélo en sens contraire. Et là, on aura le droit à une deuxième démonstration ici. C'est reparti dans l'autre sens. Et voilà. Dernier exemple en lien avec tout ça. Donc, voici une vidéo au ralenti d'une nageuse qui effectue un virage en bout de piscine. Donc, les nageurs parmi vous reconnaîtront cette manœuvre. Donc, on fait une espèce de culbute vers l'avant et ensuite on propulse et on fait une demi-vrille pour ensuite repartir dans l'autre direction. Donc, ce qui arrive, et je vais avancer un peu parce que c'est vraiment au très grand ralenti. Donc, on va voir la culbute ici qui se fait. Donc, la nageuse va culbuter et ensuite va placer ses pieds au mur. Donc, voici. Donc, je pose la vidéo ici. Donc, la suite du mouvement, la nageuse va pousser sur le mur. Donc, évidemment, sa poussée est contre le mur et vers la gauche. Et en contrepartie, le mur qui est immobile, lui, va pousser sur la nageuse en direction inverse et donc va faire en sorte que la nageuse va se diriger, elle, dans l'autre sens, à droite. Et donc, voici, elle pousse et c'est parti. Donc, c'est vraiment au ralenti, cette vidéo. Donc, voici, j'avance un petit peu. Donc, on voit la nageuse et ensuite, elle va effectuer sa vrille pour repartir là, dans l'autre direction. Donc, trois phénomènes qui représentent donc cette troisième loi de Newton en action dans différents contextes. Voilà, donc ça fait le topo. Peut-être que, à la lumière de ces explications, vous dites, bon, c'est bien beau tout ça, c'est assez intuitif, mais comment est-ce que je peux transposer ça dans différentes circonstances pour être capable de calculer donc des quantités en lien avec des forces, des mouvements? Bien, faisons peut-être deux exemples pour nous permettre de bien découvrir tout ça.